Ce jour-là, chacun à Beyrouth croit qu'il est lui-même visé. Moi, j'ai cru que c'était une nouvelle explosion contre moi. Tout le monde a cru qu'une bombe explosait à côté de lui. Et nous aussi. Nous sommes sortis pour voir où était la bombe. Mais il n'y avait pas de bombe. Quelques minutes plus tard, on a vu la fumée venir du port. Il fallait le voir pour le croire. Quand on est sorti, on a eu l'impression de se trouver littéralement en enfer. La ville rentrant dans un cercueil. Un cercueil dont elle n'est pas sortie. That a massive explosion shook Lebanon's capital, Beirut. More than 100 people have died. More than 4,000 have been injured. Die Ursache ist noch nicht geklärt. Un incendie aurait provoqué l'explosion de 2700 tonnes de nitrate d'ammonium stocké dans le port. 2,750 tons of ammonium nitrate. Seul le Hezbollah peut faire débarquer du nitrate d'ammonium dans le port. Rien ne se fait au port de Beyrouth sans que le Hezbollah ne sache ce qui se passe. هاي النتوات هاي لحزب الله وحزب الله جابها وحزب الله مخزنها 6 سنين وحزب الله. أنا أود أن أؤكد اليوم أن أعلن وأؤكد نفيا قاطعا مطلقا حاسما أنه ما في شيء لإلنا بالمرفأ. Le Hezbollah est un parti politique. C'est une organisation sociale. C'est aussi une redoutable milice. Mieux armée, mieux entraînée que l'armée libanaise. C'est enfin une organisation terroriste internationale. Le Hezbollah fait passer Al-Qaïda pour de petits joueurs. Pendant l'opération Cassandre, nous avons découvert que le Hezbollah fonctionnait comme un cartel de la drogue. Nous avons découvert que c'était l'une des organisations criminelles internationales les plus redoutables. Le Hezbollah est dangereux. Il est fort, mais il n'est pas imbattable. L'ombre du Hezbollah plane sur l'explosion du port de Beyrouth et l'enquête s'annonce impossible. Comme si cette organisation islamiste était protégée par une impunité divine. Depuis 40 ans, ces militants infiltrent tous les rouages de l'État libanais et défient la justice. De confession chiite, ils rêvent d'instaurer la loi religieuse, la charia, comme en Iran.
Pourtant, au milieu des années 2000, une poignée de policiers de la DEA, l'agence antidrogue américaine, ont tenté dans le plus grand secret de faire tomber le Hezbollah. Ils ont enquêté sur 4 continents, révélé l'une des faces cachées de celui que l'on appelle le Parti de Dieu, avant de se heurter eux aussi à son statut d'intouchable. Le nom de code de leur opération, Cassandre, du nom de la déesse grecque qui avait le don de prédire les malheurs, mais que personne n'écoutait. Leur enquête démarre aux États-Unis, sur les ruines encore fumantes du World Trade Center. Je suis un ancien agent de la DEA, l'agence antidrogue américaine. J'ai travaillé pour la DEA pendant 28 ans. Elle a été créée pour lutter contre les organisations qui contrôlent le trafic de drogue. Je viens de New York. J'ai vu les attentats du 11 septembre. Mon frère était dans l'armée de l'air. Il est parti se battre en Afghanistan et est revenu dans un cercueil parce que son hélicoptère s'est crashé. Je suis donc très investi dans tout ce qui touche à la sécurité nationale. Après le 11 septembre, j'ai eu l'occasion de diriger la division des opérations spéciales de la DEA. Jack Kelly est un agent de la DEA. Nous l'avons recruté à la division des opérations spéciales. À son arrivée, il a travaillé à la section Amérique du Sud qui se concentrait sur la Colombie. Il en est devenu le responsable. Travailler à la division des opérations spéciales générait un sentiment de jalousie chez les autres. Nous n'étions pas l'élite, mais plutôt l'épine dorsale de la lutte contre les cartels. J'ai rejoint la DEA juste après le bac. Tout d'un coup, vous portez une arme. Vous êtes un agent fédéral affecté à New York. Vous avez juste 24 ans. C'était un sentiment assez incroyable. This is the battlefield. And this is the enemy. It is a crack epidemic. La plupart de mes équipiers étaient plus âgés. J'étais comme leur pitbull. Ils me libéraient et me disaient « Cours et ramène ce type !» Et je partais dans de folles poursuites dans Manhattan. Certaines duraient plus d'1 kilomètre. J'ai toujours ramené ma proie. Je suis maintenant chef d'équipe à la division des opérations spéciales. L'idée est de traquer l'argent des cartels. Nous nous faisons passer pour des criminels qui savent blanchir l'argent et proposons nos services. Cela permet d'infiltrer les cartels au plus haut niveau. Leur chef nous confie la mission la plus importante, récupérer l'argent de la drogue vendue dans la rue. شو اخبارك؟ تمام الحمد لله، ماشي حالها ظبطت موضوع البيعة وكل شيء؟ الفينكا؟ ايه معلوم كتر خيرك شو بدك طلب؟ مبروك ماشي الحال. En Colombie, dans les écoutes téléphoniques, nous avons intercepté beaucoup de conversations en arabe.
C'était complètement nouveau. En tant que responsable des opérations spéciales, je n'avais jamais été confronté à cette situation. بدي منك معروف ضروري جدا جدا بدي مرة 20,000 الله يخليك ضروري جدا لها ما تيجي يوم من البلاد على بكره الصبح. D'après nos renseignements, le Hezbollah était en train de s'implanter en Amérique du Sud et de se lancer dans le trafic de cocaïne et le blanchiment d'argent. Dans les écoutes, l'un des principaux trafiquants parle arabe. Il l'appelle le Taliban, parce qu'après le 11 septembre, tous les Arabes étaient surnommés talibans. On fait des recherches dans nos bases de données et on découvre qu'il s'appelle Chekri Harb. Chekri Harb était déjà connu du gouvernement américain. Chekri Harb était lié au Hezbollah, à l'Iran, et soupçonné d'attaques terroristes. Donc, nous infiltrons nos agents. L'un d'eux s'appelle... Comme il est d'origine libanaise, il parle couramment arabe. Nous l'envoyons rencontrer Chekri Harb en Colombie. Chekri Harb confie à notre agent infiltré: je transporte des tonnes de cocaïne jusqu'au port d'Aqaba en Jordanie. Et de là, je les achemine en Syrie et au Liban. Il lui répond: si vous importez de la cocaïne en Syrie et au Liban, vous devez être très proche du Hezbollah. Alors Chekri Harb sourit et hoche la tête. Oui, je travaille avec le Hezbollah. Puis il fait une proposition à notre agent. Nous avons 20 millions de dollars à blanchir. Vous pouvez faire ça pour nous? Notre agent répond: bien sûr. Notre agent les a tellement convaincus qu'il était un vrai méchant qu'ils lui ont proposé le contrat pour amasser les 20 millions de dollars et il l'a fait. 20 millions de dollars, c'est énorme. Je ne connais aucun autre agent qui ait collecté autant d'argent pour des trafiquants. Notre agent est devenu une telle superstar chez les trafiquants qu'ils lui proposent de diriger leurs opérations au Proche-Orient. Ça veut dire qu'un policier de la DEA infiltré va devenir un lieutenant du cartel de Medellín, responsable du trafic de cocaïne et du blanchiment d'argent. Nous avions découvert le lien incroyable entre les trafiquants de cocaïne colombiens et une organisation terroriste qui avait tué plus d'Américains que quiconque avant le 11 septembre. C'était une idée totalement nouvelle. Les autres agences du gouvernement trouvaient cela fantaisiste, parce qu'ils n'en avaient jamais entendu parler avant. La doctrine officielle était que le Hezbollah était trop religieux pour être impliqué dans le trafic de drogue.
Que racontent les Américains? Pourquoi sont-ils contre le Hezbollah? Nous, les drogues, on les considère haram. Selon notre religion, il est interdit d'en acheter, d'en vendre et d'en faire commerce. Comment pourrions-nous trafiquer de la drogue alors que nous l'interdisons? Ce n'est pas vrai. Je vais vous livrer un secret. Il y a 30 ans, nous avons décidé de ne prendre part à aucun commerce. Ni petit, ni grand, ni seul, ni en partenariat avec d'autres. Parce que dans tout business, il y a toujours des problèmes de corruption et de compromission. Ce n'est pas nous. Les Américains affirment que le Hezbollah trempe dans la corruption et le blanchiment d'argent pour salir notre réputation et convaincre leur peuple qu'ils défendent le bien en s'attaquant à des terroristes, à des corrompus. Il est où le terrorisme du Hezbollah dans le monde? Il n'existe pas. Nous sommes des résistants. Ils ne veulent pas que l'on résiste? Le Hezbollah résiste. Il est honnête. Et de toute façon, notre histoire parle pour nous. Les combats de Beyrouth ont pris une tournure plus violente, presque aveugle, car on ne sait plus exactement qui se bat contre qui. Les affrontements restent localisés... Sur la piste des trafiquants de drogue du Hezbollah, les policiers de la DEA plongent dans l'histoire sanglante et chaotique du Liban, le terreau du Parti de Dieu. À partir de 1975, Beyrouth est ravagée par une guerre civile et religieuse qui oppose les différentes communautés. Chrétiens, musulmans sunnites, musulmans chiites, druzes et palestiniens s'affrontent dans une guerre sans fin. En juin 1982, l'armée israélienne envahit Beyrouth pour en chasser les Palestiniens. C'est l'opération Paix en Galilée. Le conflit menace le fragile équilibre du Proche-Orient. Des militaires français et américains débarquent pour faire cesser les armes. Ils deviennent la cible d'une organisation inconnue qui a juré de libérer le Liban de toute présence étrangère. Débute ce qu'on appellera la sale guerre. En 1982, à la création du Hezbollah, je faisais partie des fondateurs. Nous n'étions pas favorables à la présence des Occidentaux au Liban. Nous avons toujours voulu qu'ils quittent le pays et cessent d'influencer la situation au Liban. بحول الله وقوته
Beyrouth, à nouveau, ce soir endeuillé par un terrible attentat, mais cette fois, ce sont les Américains qui étaient visés, en leur propre ambassade. Aux dernières nouvelles, on parlait d'une quarantaine de morts. J'ai vu subitement un immeuble disparaître. C'était l'ambassade des États-Unis. Premier grand round entre le Hezbollah et les Américains. Les seconds attentats visaient la force multinationale qui était formée d'Américains principalement, mais aussi de Français, de Britanniques et d'Italiens. We figured it had to have at least 2,000 pounds of TNT. It was observed coming at a high rate of speed from the south of the building, crashed through the gate and through the guard post, and then detonated inside the lobby. There's a crater down there about 30 feet deep and about 40 feet across. Au Liban, c'était le premier attentat suicide. On n'en avait jamais entendu parler avant, ni dans le pays, ni dans la région. C'est le Hezbollah qui a importé cette technique d'attentat sur le sol libanais. بناء للأوامر الصادرة من قائد القوات المسلحة في حزب الله نمضي نفجر أجسادنا نزلزل الأرض تحت أقدام أعدائنا أمريكا وإسرائيل لبيك يا حزب الله لبيك يا حزب الله بالتأكيد Le martyre est sans aucun doute le plus grand secret de notre succès. Parce que dans n'importe quel combat, ton adversaire cherche à te tuer, à te prendre la vie. Or, si pour toi, ce n'est pas grave de perdre la vie, ce qui compte, c'est de parvenir à ton but. Il perd toute emprise sur toi. Un attentat suicide est un message. Nous sommes plus intelligents, vous êtes une grosse bureaucratie et nous allons vous battre. La France et les États-Unis étaient dans le même bateau. On essayait de comprendre ce qui se passait au Liban. Nous voulions connaître les noms de nos ennemis. Nous voulions leurs photos, connaître leurs planques et savoir comment les approcher. Une fois identifiés, nous appelons la force Delta pour les tuer. C'était ça mes ordres. La guerre, pour un agent du renseignement, ça provoque une montée d'adrénaline. En 1982-83, je me trouvais à la frontière libanaise et j'étais fasciné car nous étions en guerre. Je voyais les raids israéliens sur la plaine de la Beka et les bombes du New Jersey passaient au-dessus de ma tête. Ces bombes étaient aussi grosses que des bagnoles. C'était ça mon arrivée au Proche-Orient. Le Hezbollah n'existait pas en 1982. Ils ont rassemblé tous les groupes chiites concurrents et ont créé une résistance unifiée.
Nous ne voulions pas que l'occupant connaisse l'identité de nos combattants. Nous avons profité de cette période pour nous organiser. Et dans un deuxième temps, nous avons commencé à revendiquer nos opérations au nom de la résistance islamique. Ce n'est qu'en 1985 que nous avons officiellement annoncé l'existence du Hezbollah. Décidée à mettre fin à 13 siècles d'humiliation, la communauté chiite libanaise explose. Aspirée dans le sillage de la révolution iranienne, les extrémistes musulmans libanais fondent un nouveau parti, le Hezbollah, en français, le Parti de Dieu. Les fanatiques, qu'on surnomme déjà les fous de Dieu, ne font aucun mystère de leurs intentions. Nous sommes les soldats de Allah et nous sommes épris de la mort. Nous voulons une république islamique, nous ferons du Liban un nouveau Vietnam. Rappelez-vous 1982. C'est juste 3 ans après la révolution iranienne. Et l'un des piliers était l'exportation de cette révolution. Les Iraniens sont venus au Liban et ont dit « Nous vous aiderons si vous formez un groupe de combattants. Vous savez tirer et manier les explosifs, on vous donne de l'argent, on n'intervient pas, alors allez-y. » On était pris déjà dans l'engrenage et le Hezbollah était devenu un acteur principal avec le nouveau style, les voitures ou les camions piégés avec des conducteurs suicides. Et ensuite, on est passé à une autre phase, c'est les prises d'otages. Good morning, everyone. It's the third hijacking this week involving Beirut, and this time the plane and most of the passengers are from the United States. TWA Flight 847 was en route from Athens to Rome this morning when it was hijacked by suspected Shiite Muslims and forced to fly to Beirut. They are beating the passengers. They are beating the passengers. They are threatening to kill them now. They are threatening to kill them now. We want the fuel now. We're standing in front of the TWA Flight 847, only a few feet from the cockpit. I can see Captain John Tesfrake next to one of the gunmen in the cockpit. How do you feel? We'll ask you more questions when the engines are off. Captain Tesfrake, can you tell me what has happened to you and what's happening to you now? Not very much is happening to us now. Can you talk to them? Do they speak English? Can you communicate with them? Sometimes better than others. It depends on who's on board. Goodly. Captain, many people in America are calling for some kind of rescue operation. I think that we'd all be dead men if they did, because we're continually surrounded by many, many guards. Do you have any thoughts on whether or not the United States should have it? C'est Imad Mournier qui est dans le cockpit de la TWA. Mounier était le grand responsable des premières actions terroristes du Hezbollah. Il n'était pas spécialement religieux. Il a commencé comme garde du corps, puis est devenu le chef des opérations terroristes du Hezbollah, en participant à toutes les actions depuis le début.
Il figurait en haut de la liste des ennemis à abattre du Mossad et de la CIA pendant des années. Mougnier était dans l'avion. Nous avons trouvé ses empreintes. Mais ce n'était pas lui dans le cockpit. Il n'aurait jamais montré son visage en public. Jamais. Il ne s'est jamais montré aux otages parce qu'il savait qu'un jour il serait libéré et qu'il pourrait l'identifier. C'était un fantôme et il savait rester un fantôme. Je devais le tuer. Tout son groupe était clandestin. On ne savait rien d'eux. Ils étaient peu nombreux, bien qu'ils aient commis des attentats d'envergure. Le Hezbollah n'a rien à voir avec les enlèvements et les attentats contre les Marines ou les parachutistes français. C'est apparemment sans regret que les GIs quittent le sol libanais pour s'installer à bord des navires de guerre américains qui patrouillent à proximité des côtes. Les Iraniens ont créé la plus puissante force militaire asymétrique de l'histoire moderne. Les Français et les Américains ont été chassés par un gars qui commandait 20 personnes. Dans l'histoire, il n'y a rien de comparable. Imad Mougnier et le Hezbollah ont gagné. Américains et Français quittent le Liban, humiliés et meurtris par les attentats suicides et les prises d'otages à répétition. Mais cette sale guerre des années 80 a laissé des traces. Depuis, Washington a classé le Parti de Dieu comme organisation terroriste et Imad Mougnier est devenu l'homme à abattre. 20 ans plus tard, quand les policiers de la DEA lancent l'opération Cassandre, ils croient tenir enfin l'occasion de venger les morts de Beyrouth et d'éliminer leur vieil ennemi, Imad Mougnier. Une mission d'infiltration des réseaux de trafiquants du Hezbollah est organisée en Jordanie. Mais les agents de la CIA, les services secrets américains, voient d'un mauvais œil l'arrivée sur leur terrain de concurrents aux méthodes de cow-boy. La police antidrogue jordanienne avait placé sur écoute les contacts téléphoniques de Chekri Harb. Une grande réunion devait se tenir à Amman. Et Chekri Harb devait présenter notre agent infiltré à des membres haut placés du Hezbollah. فانطونسي هذا قلت لي ساعة قوية وكل شيء فيش مشكلة بالمرة. حط جرايك بمي مسقعة، بتعرف شو مسقعة؟ ايه، كون نحن عارفينه منين جاي، هي أهم شيء. لا ساعة ما تحكرش الهم، من هالناحية ما تحكرش الهم. ايه. D'après les écoutes, nous avions de bonnes raisons de croire que Harb travaillait sous la protection de Mougnier. C'était une course contre la montre. Nos agents ne pouvaient évidemment pas transporter de la cocaïne pour le Hezbollah ni blanchir leur argent. Donc, cette réunion à Amman était notre unique chance de les démasquer.
Et la veille de la réunion, elle est annulée sur ordre de l'ambassade des États-Unis. Ils n'ont pas autorisé notre agent infiltré à rencontrer nos cibles sur le terrain. Et ils n'ont donné aucune explication, ce qui, pour être honnête, était très frustrant et très désagréable. Certains agents de la CIA suivaient le Hezbollah depuis 30 ans et prenaient la DEA de haut. Qu'est-ce qu'elle y connaît au Hezbollah? La DEA est devenue comme une mouche dans leur soupe. Après coup, notre agent a essayé de recontacter Chekri Harb, mais il n'a plus jamais répondu. Il s'est envolé et l'opération d'infiltration a échoué. L'occasion a été perdue, cramée. Non seulement c'était cramé, mais la vie de notre agent infiltré était maintenant en grand danger. En tant que chef des opérations spéciales, ça m'a foutu en colère. La CIA, les services secrets américains, a fait échouer l'opération Cassandre montée par la DEA, l'agence antidrogue. Cette guerre des services illustre surtout l'impuissance de Washington face à un ennemi qui a grandi et changé de visage. Au milieu des années 2000, le Hezbollah n'est plus un groupuscule terroriste. Il s'affiche comme un parti politique respectable qui envoie des députés au Parlement libanais et défend les intérêts de la communauté chiite, longtemps marginalisée. Ils ont choisi leur nouveau chef politique, Hassan Nasrallah, un religieux formé en Iran. Dans l'ombre, toujours clandestin, le chef militaire Imad Mougnier continue de diriger la guerre contre Israël, baptisée Résistance. Car contrairement aux Occidentaux qui ont quitté le pays, l'armée israélienne occupe toujours le sud du Liban. Les Israéliens et les Occidentaux ne connaissent pas la doctrine et les principes du Hezbollah. Le Hezbollah croit en l'islam. Et l'islam est fondé sur le djihad. Et vous savez bien que le Hezbollah n'a jamais été aussi fort, malgré tous ces pays qui l'accusent de terrorisme. Nous n'avons besoin de personne. Tout ce que nous voulons, c'est récupérer nos terres et libérer notre pays. V de la victoire, drapeau du Hezbollah claquant au vent, en voiture ou en fourgonnette, des milliers de Libanais envahissent à l'heure actuelle les routes menant au sud du pays. Au fur et à mesure que l'armée israélienne se retire, les civils encadrés de miliciens du Hezbollah progressent. Pour la plupart de ces hommes et de ces femmes, cela faisait 22 ans qu'ils attendaient ce moment-là. C'est l'époque dorée du Hezbollah. Ils ont captivé le cœur et l'esprit des masses arabes pendant un bon moment, malgré le fait qu'ils étaient chiites et que 90% de la population arabe est sunnite.
Vous devez regarder le Hezbollah comme Robin des Bois. Et si vous êtes Libanais et que vous en avez marre d'être humilié, qu'est-ce qu'il vous reste? Le Hezbollah, c'est tout. Les enfants, les vieux, tout le monde s'est précipité comme un seul homme. Dans certains endroits, le Hezbollah a dû dire « Hé papy, doucement, attendez au moins que les Israéliens soient partis ». Que Dieu salue Mohamed et sa famille. Lorsqu'Israël a occupé le sud Liban, nous étions des enfants. J'avais 13 ans. On ramassait des pneus et on allait à la sortie du village à Douer, au sud Liban. Dès que l'ennemi israélien était à une vingtaine de mètres, on enflammait des pneus et on les balançait. On s'est fait embarquer plusieurs fois. Les Israéliens nous filaient des baffes. 3 fois rien, on était des gamins. Puis ils nous relâchaient. Et le lendemain, on recommençait. C'était ça mes premières actions. Mon engagement militaire, lui, a commencé en 1986. كله تمام اخبط بسكرها لها يا هلا سلام كيفك حبيب القلب الله يعطيك العافيه يا رب. J'ai été blessé 17 ou 18 fois. Ces blessures, ce sont mes médailles. C'est ça le Hezbollah. Il ne te laisse jamais tomber. À la moindre blessure, il prend en charge les blessés, mais aussi leurs familles. Il s'occupe de tout. يا زلمه خاف الله خاف الله يا زلمه ظهري ظهري لا 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 طلع. Pour le Hezbollah, les combats, la politique, la protection sociale créent une culture de résistance, la mokawama. Aujourd'hui, nous incarnons une véritable force populaire qui va des enfants aux femmes, aux hommes et aux vieillards. La famille en entier appartient au Hezbollah. Nous ne sommes pas une organisation ordinaire.
Le Sayed est le plus haut responsable politique, mais aussi militaire. Il n'existe aucune distinction. Hassan Nasrallah est un homme remarquable et redoutable. C'est un homme qui est un tribun hors du commun, qui a une langue arabe parfaite et donc qui peut s'adresser à tous les musulmans du monde. Pensez à Nasrallah comme à Robespierre. Incorruptible, révolutionnaire, il a tout donné à la cause. Je connais personnellement son Excellence le Sayed Hassan Nasrallah. Et lui me connaît personnellement aussi. Un jour, c'était avant 2000, je lui ai mis la main sur l'épaule. On nous a pris en photo. Cette bague, elle vient du Sayed. Et cet exemplaire du Coran, il vient aussi du Sayed. Pendant toute la période, je dirais, glorieuse du Hezbollah, on allait chez Nasrallah. Et je me souviens, on change de voiture. Puis vous sortez du garage dans une autre voiture. Vous ne savez pas très bien, on ne vous ferme pas les yeux, non. Mais vous ne savez pas très bien où vous êtes. Vous savez que vous êtes dans la banlieue sud. C'est qu'il y a un quadrilatère, ce qu'on appelle le Murabba, le quadrilatère du parti, c'est quelque part là-bas. Pourquoi est-ce que les Israéliens n'ont pas réussi à le tuer? Parce qu'ils ne le trouvent pas. Il s'y connaît en téléphone, en drone. C'est un survivant, comme Mounier. Du même moule. Il est parfois très franc, parfois il affleure les sujets. Et là, vous devez savoir qu'il y a un peu ce qu'on appelle chez nous, dans les communautés musulmanes, je suis bien placé pour en parler, parce que les Druzes aussi la pratiquent, ce qu'on appelle la taqiyya. La taqiyya, c'est pas une duplicité, mais on affiche une sorte de bienséance, qui ne dit pas toujours toutes les vérités. On ne voyait pas encore en lui l'ogre qui allait dévorer le Liban plus tard. Au début des années 2000, personne en Occident ne voit le Hezbollah étendre son emprise sur le Liban. Au même moment, la communauté internationale a les yeux rivés sur l'Irak. Les États-Unis viennent d'envahir le pays et affrontent une farouche résistance de milices locales. Beaucoup d'entre elles sont chiites, armées et financées par l'Iran. Ce que les Américains ignorent à ce moment-là,
c'est que des combattants libanais du Hezbollah sont venus prêter main forte à leurs frères irakiens au nom de la solidarité chiite et de la lutte contre l'ennemi commun, le grand Satan. Tout a commencé avec la guerre en Irak et mon engagement comme conseiller du commandement des opérations spéciales pour lutter contre les engins explosifs artisanaux. La façon dont cet explosif était conçu provoquait des dégâts dévastateurs. Come here, man. Check this out. I think I found some. Yeah. Those are like bombs. Look at that thing. Un petit tube relié à une plaque de cuivre provoquait une explosion capable de découper un tank Abrams en deux, ce que personne n'avait jamais vu avec un explosif classique. Cette arme portait une signature. Cela prouvait que le Hezbollah était sur le terrain. Hezbollah instructors train approximately 20 to 60 Iraqis at a time, sending them back to Iraq, organized into these special groups. They're being taught how to use EFPs, mortars, rockets, as well as intelligence, sniper, and heavy operations. Cette nouvelle arme utilisée en Irak contre les soldats américains avait été conçue par le Hezbollah. Et l'homme qui l'avait créée était Imad Mugnier. J'ai entendu parler de l'homme du président. Il l'appelait ainsi parce qu'il travaillait directement pour le président Bush et la Maison-Blanche. J'enquêtais sur les circuits financiers et je savais qu'une grande partie de l'argent utilisé pour fabriquer ces explosifs venait de bureaux de change libanais. Quelque chose d'incroyable est arrivé. Nous avons identifié des numéros de téléphone liés aux attaques en Irak qui étaient en contact avec des numéros en Amérique du Sud. Je ne comprenais pas pourquoi ils appelaient la Colombie. C'était très bizarre. Mais ça a continué. Pourquoi ces gens-là sont-ils en contact? De quoi parlent-ils? Et soudain, j'ai compris. Est-ce que ces types font appel à des trafiquants de drogue colombiens pour financer leurs opérations en Irak? J'ai eu un flash, parce que je connaissais les circuits de blanchiment de l'argent de la drogue. L'argent de la drogue, d'une façon ou d'une autre, finançait la guerre en Irak. Si nous pouvions tracer cet argent, remonter jusqu'à la drogue, arrêter les trafiquants et démanteler leurs filières, nous pourrions vraiment porter un coup fatal aux opérations du Hezbollah en Irak.
J'avais pour ordre de m'attaquer à ces filières et de remonter jusqu'au chef. Et le chef, c'était Imad Mougnier. Je voulais le faire tomber. Le Hezbollah développait son réseau mondial qui générait des milliards de dollars. On devait agir. Qu'il soit mouillé dans le trafic de stupéfiants était le plus beau cadeau qu'il pouvait nous faire. Du coup, nous pouvions utiliser les lois et non les armes pour les attaquer. Et quand j'en ai parlé à l'état-major, au général Allen et au général Petraeus, ils m'ont dit « Idée géniale ! On ne peut pas rêver mieux, parce qu'on n'arrive pas à éliminer ces types-là. » L'implication du Hezbollah dans la mort de soldats américains en Irak sonne comme une déclaration de guerre pour Washington et relance l'opération Cassandre. La DEA, l'agence antidrogue, obtient carte blanche pour s'attaquer au Parti de Dieu, au nom de la sécurité nationale. Je voulais m'en prendre à leur argent, à leur réseau, à leurs banques. C'étaient des criminels. Nous devions le révéler au monde et à leur propre peuple.